Alors, les énergies de la mer, c'est d'abord les énergies renouvelables de la mer. On oublie ici le pétrole et le gaz qu'on peut trouver en mer, mais qu'on peut trouver partout ailleurs. Non, les énergies de la mer, c'est d'abord de l'énergie solaire qui arrive en mer. Il faut se rappeler que l'océan, c'est le plus gros capteur solaire du monde, les 2 tiers du globe terrestre, et que toute cette énergie solaire qui arrive sous forme de chaleur, enfin de rayonnement, se retrouve dans l'océan sous diverses formes, du vent, des courants, des vagues, de la chaleur évidemment, de l'eau chaude en surface, de l'eau froide des grands courants océaniques. Cette énergie est très abondante. Il y a tous les jours, l'océan reçoit peut-être 3000 fois l'énergie dont nous avons besoin, et une bonne partie de cette énergie est disponible. Elle peut être captée. Il y a 50 ans, on pouvait en capter des petites miettes. Le vent, évidemment, les voiles, ça existe depuis bien longtemps, les moulins à marée. Désormais, grâce au progrès lié notamment à l'industrie offshore pétrolière, on sait capter cette énergie virtuellement partout dans le monde, y compris au milieu des océans. On peut installer des éoliennes flottantes avec des câbles de 4000 mètres. Techniquement, rien n'est impossible désormais. Donc les énergies marines, concrètement, c'est potentiellement la réponse à tous les besoins de l'humanité. Mais commençons modeste, c'est déjà la possibilité de développer des projets locaux, des tout petits projets dans les îles par exemple, mais aussi de très grands projets industriels comme ceux qui sont en cours de développement. Par exemple, l'éolien en mer, clairement, c'est des énergies marines. C'est le soleil qui chauffe la mer, le vent se crée sur la mer, et ensuite elle est captée par des installations qui sont en mer. Donc la première énergie marine, celle qu'on peut déjà exploiter aujourd'hui, c'est l'énergie du vent. Mais demain, l'énergie de la houle, l'énergie thermique des mers, en particulier dans toutes les zones tropicales, l'eau chaude en surface à 23, 24, 25 degrés, ce qui nous fait rêver en Bretagne, et l'eau profonde à quelques degrés. Cette différence de température peut être exploitée pour produire virtuellement la réponse à tous les besoins de l'humanité. Certes, il y a des difficultés techniques et des difficultés autres que techniques. Produire, par exemple, au milieu du Pacifique, de l'énergie qui sera utilisée en Europe, ce n'est pas forcément très simple. La solution n'est vraisemblablement pas un câble de 15 ou 20 000 km. Peut-être faudra-t-il fabriquer du gaz qui sera ensuite transporté dans les... Donc vous voyez que les énergies marines, c'est une source principale. Le soleil, la marée, certes, mais c'est une source vraiment marginale. La principale source, c'est le soleil, mais c'est une grande quantité de formes d'énergie qu'on sait ou qu'on saura dans les années à venir capter et pour lesquelles il faut nous préparer, à la fois, comme je le disais, dans de très grands projets industriels, capitalistiques, d'énormes projets au large, mais peut-être surtout par des petits projets qui pourraient être portés par les collectivités territoriales, sur les côtes, dans les îles, dans les estuaires, dans les fleuves. C'est à peu près la même technologie qui est utilisée dans les hydroliennes qui captent le courant de la marée et les hydroliennes qui captent le courant des fleuves. Donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Alors les éoliennes d'abord, mais plus généralement les énergies marines renouvelables, posent un nouveau problème. Jusqu'à maintenant encore, la mer est occupée de façon n'est pas occupée de façon permanente. Les bateaux passent, que ce soit des bateaux de pêche, de plaisance, les bateaux de guerre, les bateaux de transport, tout passe, mais personne ne reste. On ne faisait, parce qu'on ne savait rien faire de fixe en mer jusque-là, on ne faisait pas de structure permanente. Avec d'abord les éoliennes et ensuite toutes les installations comme les hydroliennes, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. On commence à construire de façon permanente en mer, avec de nouveaux problèmes. Les problèmes qu'ont rencontrés les premiers agriculteurs parmi les chasseurs, c'est d'installer des clôtures, de définir des zones qui ne seront plus accessibles à tout le monde, dans un espace qui était jusque-là complètement libre. Donc en mer, on a un nouveau problème grâce ou à cause des énergies marines, c'est celui du partage de l'espace. La mer est en principe un espace public qui appartient à tous. C'est écrit dans la Convention des Nations Unies que c'est le bien commun de l'humanité. Et de toute façon, c'est un espace public. Le domaine public maritime en France le montre bien. Mais comment cet espace doit-il être partagé? Est-ce qu'il doit être réservé aux acteurs qui étaient déjà là? Ou est-ce qu'on peut réserver une petite place? Et si oui, de quelle manière? Aux nouveaux arrivants? La solution sera très vraisemblablement celle qu'on a mise en œuvre depuis des centaines d'années sur Terre. Ça s'appelle l'aménagement du territoire. Bon, c'est plus difficile sur Terre, puisque l'espace il est essentiellement privé. Mais en mer, c'est au public, aux citoyens, qu'il appartient d'avoir une idée sur la manière dont la mer doit être partagée, comment organiser les activités, qui doit avoir la priorité, dans quels endroits. En tout cas, le développement des énergies marines renouvelables passera par une redéfinition de ces modalités d'occupation de cet espace, des modalités de ce partage, bien entendu par un dialogue entre les nouveaux arrivants et
et les occupants actuels, comme par exemple les pêcheurs ou ceux qui opèrent des bateaux qui font du transport maritime. Mais ce dialogue ne fait que commencer. Il sera sans doute un petit peu compliqué, mais il faudra certainement passer par là pour que les énergies marines puissent réellement se développer, d'abord sur le littoral et ensuite au large. Alors j'ai parlé jusque-là d'énergie marine et donc par exemple d'hydroliennes installées en mer. Mais la mer n'est pas le seul endroit où il y a des courants. Il y a évidemment il faudrait commencer par les fleuves. Il y a très longtemps qu'on utilise l'énergie des courants des fleuves, mais on les utilise de manière assez brutale, en créant des barrages et en y mettant des turbines. C'est le fonctionnement des moulins, des dizaines et des centaines de moulins, dont certains existent encore sur toutes les rivières de France, utilisent ce principe. C'est un principe un peu brutal, comme je le disais, parce que interrompre le flux de l'eau et la circulation, par exemple, des poissons, ça a des conséquences importantes pour l'environnement. Donc cette manière d'utiliser les courants des fleuves aboutit sans doute à une impasse. Mais précisément, les développements liés aux hydroliennes marines peuvent entraîner des bénéfices du côté des fleuves. Toutes ces technologies qu'on a développées pour capter des courants en mer peuvent être utilisées pour capter les courants des fleuves. Alors pas forcément à la même échelle. Par exemple, une hydrolienne marine, ça a couramment un diamètre de 10 mètres. Il n'y a pas beaucoup de rivières dont la profondeur permettrait de mettre une éolienne ou une hydrolienne, une turbine aussi importante. Mais toutes les turbines, en fait, de 10 cm jusqu'à 50 mètres peuvent être imaginées. Et il y a une continuité entre le développement de ces hydroliennes fluviales et des hydroliennes marines. Et il y a tout intérêt à jouer la complémentarité entre les deux filières. Bon, évidemment, les problèmes sont légèrement compliqués. Par exemple, l'eau douce et l'eau salée, ou le fait qu'en mer, on a peu de chances d'avoir une collision entre une hydrolienne et un tronc d'arbre, alors que dans une rivière, ça arrive assez couramment. Mais globalement, à ces différences près, il y a quand même beaucoup de choses communes, non seulement du point de vue de la technique, mais aussi du point de vue du potentiel de ces technologies pour soutenir des projets locaux. L'avantage, c'est que ce sont de petites machines, donc pas trop chères, donc à la portée d'opérateurs locaux. Autant investir 2 milliards dans un parc éolien offshore n'est pas à la portée de tous les investisseurs, autant investir quelques centaines de milliers d'euros dans une petite hydrolienne fluviale qui peut alimenter un quartier, une petite ville, un village. Ça, c'est un projet qui est non seulement un projet technologique intéressant, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais surtout un projet territorial intéressant qui peut amener une petite ville, un petit village vers l'autonomie énergétique. Et non seulement l'autonomie énergétique, mais l'autonomie par ses habitants et pour ses habitants, avec du financement local, pour un projet entièrement réalisé localement et dont l'électricité et l'énergie est utilisée localement. Donc, partant des énergies marines, vous voyez que la technologie développée par des grands groupes peut bénéficier à des projets beaucoup plus petits, beaucoup plus locaux et sans doute beaucoup plus vertueux. Merci beaucoup Christophe Levisage de Stratégie Littorale.